Bienvenue à tous sur le podcast de Booking Check, la mafia des réservations. Plusieurs fois par mois, je vous propose d'aller dans le détail d'un sujet commercial ou de la relation client ou de la communication. Le but est de vous donner des conseils et des idées dans la bonne humeur, que ce soit rapide, je sais que votre temps est très précieux, et facile à mettre en place ou à reproduire. Je passe tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous donner les clés du succès pour votre activité de groupe et d'événement. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, si les réservations de groupe et privatisation sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Je suis Clémence, la cofondatrice de Booking Check, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupe et d'événements. Passionnée par mon métier de commercial événementiel, je suis heureuse de partager tout ce que je sais avec vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous propose de passer un tête-à-tête avec l'un des leaders du marché de la food tech, ZenChef. C'est vrai que normalement, nous allons plutôt à la rencontre des professionnels de l'événementiel, ce qui n'est pas le cas de ZenChef, mais je vais tout de suite vous expliquer pourquoi cette interview hors du scope habituel de nos épisodes. ZenChef est un logiciel en ligne exactement comme Booking Check. Ils fournissent aux restaurants un outil pour gérer leurs réservations individuelles. Mais remontons tout d'abord un petit peu dans le passé. L'aventure ZenChef commence en 2010 alors que le smartphone vit sa démocratisation mondiale et que l'Internet mobile se développe à vitesse grand V. Le digital devient un enjeu majeur pour les entreprises et le secteur de la restauration n'y échappe pas. C'est là que les 3 fondateurs de ZenChef sont visionnaires puisqu'ils décident de dédier leur talent au service des restaurants pour les accompagner à l'ère du digital à avoir les bons outils pour répondre à ces nouvelles habitudes de consommation. 10 ans plus tard, nous sommes en pleine crise du Covid qui nous frappe de plein fouet et nous demande à nouveau d'être visionnaires. Alors pourquoi ne pas le faire avec les meilleurs ? Pourquoi ne pas écouter ce que ZenChef a à nous dire aujourd'hui ? Le digital est un des grands gagnants de la crise et c'est pourquoi il me semblait indispensable de vous proposer un épisode comme celui-ci. Je suis donc très heureuse de donner la parole à Xavier Zetoun, CEO et cofondateur de ZenChef. Concrètement, de quoi va-t-on parler ? Eh bien, nous allons évidemment évoquer les points indispensables pour une stratégie digitale qui a tout bon, réservation en direct, no-show, base de données clients, etc., etc. Et puis, on va aussi parler du futur. Comment est-ce que Xavier voit les choses par rapport à tous les retours qu'il peut avoir ? Quels sont les grands virages du secteur ? Il faut savoir que ZenChef, aujourd'hui, c'est des milliers de clients dans le monde entier. Alors, augmentez le volume, je vous donne rendez-vous avec la crème de la food tech. Bonne écoute! Bonjour Xavier et bienvenue sur le podcast La Mafia des réservations de Booking Check. Est-ce que tu vas bien? Bonjour Clémence, tout va bien? Et toi? Écoute, très bien. Il fait beau, les plages ont réouvertes. Comme on n'habite pas loin, on est très content du côté de chez nous. Donc Moi-même, toi, j'ai la ouais. chance d'être face à la mer. Ah bon, bah alors voilà, tu comprends ma joie de la réouverture des plages. Donc toi, tu es Xavier Zetoun, tu es le CEO et le cofondateur de ZenChef. Est-ce que tu peux justement nous présenter un petit peu ZenChef pour ceux qui ne connaissent pas? Bien sûr, alors ZenChef, c'est une société que j'ai créée il y a maintenant 9 ans avec mes 2 associés, Julien et Thomas. Et après plusieurs hésitations dans le secteur de la restauration et du digital, on a démarré avec un projet qui était plus une plateforme pour trouver des menus de restaurants. Donc ça, il faut se replacer en 2011. Et ensuite, au bout de quelques mois, on a vu que ça fonctionnait pas très bien. On n'avait pas vraiment de business model. Enfin voilà, on a fait pas mal d'erreurs de jeunes entrepreneurs. Et on a décidé de se concentrer sur le B2B et d'aider les restaurateurs à se digitaliser, de profiter de cette opportunité pour gagner des clients, pour faciliter leurs opérations, pour gagner du temps. Hmm. Enfin voilà, il y a beaucoup d'avantages. Et donc on a démarré maintenant depuis près de 7 ans avec au début un système pour créer des sites internet pour les restaurants. Et puis on a enrichi le Oui. produit et à partir de 2015, on est devenu vraiment un outil de gestion des réservations qui permet aux restaurateurs de recevoir des réservations depuis leur site internet,
donc en direct, de gérer leur communication, de se constituer une base de données clients, euh, de euh, euh, de gérer les réservations qui proviennent de différentes plateformes et de les centraliser, et aussi un outil de back-office qui est plus utilisé donc pendant le service pour gérer les tables Oui, et attribuer des réservations. Enfin voilà, donc c'est un outil qui est très complet, qui a évolué sur les 9 dernières années, mais qui a un positionnement qui a toujours été de défendre l'indépendance des restaurateurs, c'est-à-dire le digital pour un restaurant doit être une solution qui fait gagner du temps, qui apporte des clients, mais qui ne crée pas forcément une dépendance, comme ça peut être le cas avec différentes plateformes de réservation, et qui permet de conserver un lien direct avec ses clients et de pas forcément créer de barrière entre le restaurant et ses clients. Voilà, donc c'est vraiment ça oui. nos valeurs qu'on défend. Et donc, tout ce qu'on développe, toute notre technologie va permettre aux restaurateurs de finalement renforcer ses liens avec ses clients en direct et pas justement de mettre des intermédiaires. Oui, oui. Et justement d'être vraiment un allié à leur côté et pas se retrouver en frontal avec eux sur des sujets divers et variés. Mais ça, de toute façon, on va en reparler un petit peu plus tard de toute cette partie-là parce que c'est des sujets qu'on fasse de la réservation individuelle ou de la réservation de groupe. Dans son établissement, c'est important pour tout le monde. Donc on va y revenir à tout ça. Toi, au sein de Zen Chef, quels sont tes rôles, quelles sont tes missions au quotidien? Alors, moi, en tant que CEO, c'est assez varié et ça évolue très souvent au fil du temps et des besoins. Aujourd'hui, j'ai un rôle qui est assez transverse et qui est de définir la stratégie de développement, qui est quand il y a besoin de lever des fonds, d'aller faire un petit roadshow, À la rencontre. euh, Mhm. voilà, rencontrer des investisseurs et puis de toute façon maintenir le lien en permanence. On a aussi pas mal d'investisseurs depuis quelques années, donc il y a toute une gestion de board qui est nécessaire. Donc voilà, entretenir le lien, tenir informé des résultats de la société tous nos actionnaires. Et puis il y a un rôle de management puisque j'ai certains managers de la société qui me reportent directement. Voilà, mais disons que dans l'ensemble, mon boulot, c'est de faire en sorte que tout fonctionne bien, que tout le monde travaille bien ensemble, que tout le monde soit aligné sur la direction comprend et communiquer avec les différentes Mm. parties prenantes internes et externes, que ce soit les journalistes, l'équipe, les investisseurs, etc. Et faire en sorte que tout le monde soit bien aligné sur la vision et notre plan de développement. Ce qui est déjà pas mal parce qu'aujourd'hui, vous avez combien d'établissements clients pour qu'on se rende compte de votre taille? Alors, ouais, ça commence à faire. On a à peu près 5000 restaurants clients à travers le monde. Et on a une grande partie en France encore, puisque Oui. c'est le pays où on a démarré et la digitalisation des restaurants s'accélère, mais pas non plus exponentielle et fulgurante, même si là, avec la crise qu'on vit, il y a une accélération. Et donc tout ça fait que, voilà, on préfère d'abord consolider notre position en France et puis après Mm. on a pas mal de projets aussi à l'international, mais donc ouais, plus de 5000 restos, beaucoup de bistrots, de restaurants traditionnels, de restaurants gastronomiques. On a plus de 100 chefs étoilés parmi nos clients. Voilà, pour donner un peu le Ce qui est profil un de nos grand clients. gage de qualité parce qu'alors, pour le coup, je peux bien en parler parce que moi, je viens vraiment de ce monde de la gastronomie et on a des standards très élevés sur la gestion justement de notre fichier client. On doit noter toutes les préférences de nos clients. Voilà, on est très très pointilleux sur notre outil de travail. Avant, moi, j'ai même connu les fiches. On avait des cardex en Ouais, le papier fameux avec Cardex. des fiches Bristol où on notait chaque chose, etc. Et Mm. on ressortait les fiches, on les cherchait quand on avait des clients. Il fallait avoir beaucoup de mémoire du coup pour se souvenir de qui était déjà venu ou pas. Mais bon, bref. Mm. Donc voilà, on a quand même des standards très élevés. Donc ça, c'est pareil. Pour ceux qui connaissent pas trop ce monde de la restauration de luxe où Mm. les standards de gestion justement de Mm. cette masse de clients et des informations clients
Voilà, rendez-vous bien compte que c'est très pointilleux, très très pointilleux, Mais au point je me qu'on va souviens, noter s'ils préfèrent l'eau plate ou l'eau gazeuse. Oui, oui, vas-y, dis-nous. Ouais. exactement, mais c'est ce que tu dis résonne énormément parce que quand j'ai démarré et que j'ai commencé à rencontrer des restaurateurs, ils me disaient, moi, ce qui fait que mon restaurant marche bien, c'est que je connais tous mes clients. Donc, quand ils Ouais. passent la porte, je peux les appeler par leur prénom. Et j'avais, ok, c'est super, mais demain t'es pas là, tu prends des vacances, je sais pas, tu cèdes ton restaurant. En fait, ta valeur, c'est aussi la connaissance client que tu peux transmettre. Et puis dire que tu connais tout, c'est peut-être vrai, mais je suis certain que c'est pas quand même complètement vrai. Et donc finalement, le digital, comme tu dis, peut apporter un service et une personnalisation de l'expérience qui est celle d'un palace dans lequel effectivement il y a une fiche Bristol pour un client avec la disposition de ses chemises qu'on va pouvoir refaire à chaque fois qu'il nous visite. Mm. Ben, on va pouvoir apporter ce niveau de personnalisation à un bistrot de quartier qui a une toute petite équipe parce que on va automatiquement enrichir la base de données. Donc c'est ça qui est très puissant en fait. Et ça va dans le sens, souvent le digital peut avoir une image de justement dépersonnifier, comme je le disais tout à l'heure, créer des barrières. Et en fait, non, si c'est utilisé d'une certaine manière, c'est vraiment l'inverse. Savoir qu'un client a consommé tel ou tel vin la dernière fois qu'il est venu ou a préféré telle ou telle table ou a telle allergie, bah, c'est une manière de fidéliser sa clientèle qui est extrêmement puissante. Ouais, complètement. Et ah bah du coup j'ai un trou sur ce que j'allais dire. J'étais j'étais à fond dans ce que tu nous disais, mais je suis Ah oui, ça y est. Justement, pourquoi est-ce que on avait ces capacités depuis très longtemps dans les restaurants étoilés et dans les palaces? C'est qu'on a des budgets très différents de la restauration indépendante ou de la restauration plus traditionnelle, et on était vraiment embauchés pour certains à ne faire que ça. Donc c'est là où le digital, la technologie Mm, peut apporter énormément puisque ça permet, en effet, comme tu le mm, disais, d'avoir accès à un niveau bien plus élevé que ce qu'on ouais, aurait pu essayer de faire avec de l'humain mm. qui a quand même un coût. Voilà, on peut pas En passer à France, travers le coût du 90%, salaire ou. 90% des restos en France sont des TPE. Ça veut dire qu'ils ont 3 salariés en moyenne. Oui, Donc ouais, c'est là où tu te ouais, rends compte complètement. Donc que voilà. finalement, nous, on a certains de nos clients qui nous disent que le digital, ça leur apporte comme s'ils avaient une personne en plus dans leur équipe. Les solutions Ouais, qu'on leur oui, apporte. nous on l'entend beaucoup aussi. Donc je vois très bien ce que tu veux dire. Et pour ceux qui ne sont pas encore digitalisés, vous verrez que vraiment ça devient, comme je disais, c'est un allié de tous les jours. C'est loin d'être Mm, votre ennemi, la technologie. mm. Du coup, juste pour petit aparté, comment est-ce que vous en êtes venu à vous passionner pour la restauration? L'équipe de cofondateurs, Mm. vous aviez déjà des affinités ou pas spécifiquement? Ça s'est fait un peu par Alors, hasard? pas du tout. Aucun de nous trois n'a travaillé avant dans la restauration, ni de près ni de loin. On est tous des bons vivants et on aime bien manger et la gastronomie, mais ça fait pas de nous des restaurateurs ou voilà. Non, nous, personnellement, moi, c'est surtout à la base le digital. J'ai appris, enfin, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit et j'ai créé plusieurs projets depuis déjà l'âge de 15 ans dans le digital et donc c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et après, la restauration, ça s'est fait parce que à un moment, je suis parti pendant mes études aux États-Unis et j'ai vu ce qui allait se passer en France et en Europe et qu'il y avait une avance qui avait été prise, qu'il y avait une vraie révolution qui était en train de se passer et donc j'avais envie de participer à ça. J'avais envie d'aider une profession que je respecte, de passion. Souvent, le point commun qu'on a quand on est entrepreneur et qu'on travaille pour des restaurants, c'est qu'on est tous entrepreneurs. Et Oui. voilà. Et donc, travailler pour ce type de client, bah, je trouvais que ça apportait vraiment quelque chose d'utile. Et donc, on s'est pris tous les trois de passion pour cet univers avec des personnalités uniques,
beaucoup de gens passionnés qui viennent pour certains de la cuisine, d'autres qui viennent de la salle, d'autres qui viennent plus du business, et il y en a de plus en plus dans les restaurateurs plus récement. Et tout ça fait une Oui. sorte de melting pot en fait qui est hyper intéressant et convivial et voilà et donc on y a pris goût et on continue à y prendre de plus en plus goût au fil des années. Oui, de toute façon, enfin, comme on dit toujours, en tout cas entre nous membres de l'équipe Booking Check, si on n'est pas passionné par le domaine dans lequel on entreprend, à un moment donné, c'est très compliqué. Donc, si ça fait aussi longtemps que vous y êtes, c'est qu'a priori, il y a une histoire d'amour qui est née très rapidement. Exactement. Parce que je pense que sinon, ça aurait été Mais difficile. franchement, tu peux pas. Ouais. Super. Non, non, vas-y, excuse-moi. Oui. Vas-y, je te laisse continuer. Non, non. Non, j'allais continuer mes petites questions. Justement, on parlait du fait que les restaurateurs parfois sont encore un peu frileux avec toute la partie digitale. J'en connais personnellement, hein, j'ai des amis à moi qui veulent pas en entendre parler. Et c'est pas faute de les embêter. Est-ce que le cahier de réservation papier fait encore beaucoup d'ombre au logiciel ou est-ce que ça devient anecdotique? Ou est-ce qu'il y a vraiment encore beaucoup de diffusion de l'information sur ce que peut apporter la technologie? Alors, nous, on a recensé l'année dernière sur un échantillon de plusieurs milliers de restaurateurs ceux qui utilisaient des cahiers papier encore et ceux qui utilisaient des solutions digitales. On s'est rendu compte qu'il y avait encore plus de Mhm. 50% qui utilisaient le cahier papier. Donc, Ah oui, c'est ouais, énorme. on peut considérer qu'il y a une majeure partie du secteur qui n'est pas digitalisée. Ce qui peut paraître fou hein, en 2020, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Alors après, il y a des Ouais. différences entre les grandes villes, les plus petites villes, les profils de restaurateurs évidemment, et le sens de l'histoire et la direction qu'on prend, c'est que ce pourcentage de restos qui utilisent le cahier papier diminue. Mais il diminue lentement. Oui, mais c'est vrai que moi j'ai connu l'arrivée de la technologie sur les restaurants, parce que quand j'ai commencé à travailler dans les restaurants, ça n'existait pas, il n'y avait pas d'outils. Enfin, j'exagère un peu, mais en gros, il y avait un outil qui était américain, qui s'appelle Mhm. OpenTable, qui était la seule chose à peu près qu'on trouvait sur le marché, qui n'était utilisé que par des grosses, pour moi, des grosses chaînes qui donc avaient des antennes américaines et qui connaissaient ce produit et qui l'avaient fait importer en France pour les restaurants. Mais il n'y avait rien d'autre. Donc je pense que 99% des restaurants étaient sur leurs agendas papier. Donc il y a quand même une énorme progression parce que c'était, on va dire, il y a une dizaine d'années, un peu Mm. plus. Oui, il faut que je Plus que me ça, remette ouais. à jour, hein. Je, Enfin, je je sais pas quand vieillis OpenTable est arrivé en France, mais un en tout peu cas, ils plus, ouais. existent depuis 20 ans. Euh, Non, ouais, alors pas quand ils sont arrivés, mais quand ouais, moi j'ai commencé, c'est le seul oui, outil que j'ai croisé. oui, Il n'y oui, avait rien d'autre. Et après est arrivé d'autres choses. Donc on va dire qu'en une grosse dizaine d'années, une douzaine d'années, il y a quand même eu un gros premier pas qui a été fait, parce que tu disais bon, il y a quand même plus de 50%, mais ça reste par rapport à avant, il y a eu une grosse progression. Et donc oui, comme tu le disais, ça augmente doucement, mais parce que je pense aussi que pour beaucoup de restaurateurs, euh, le, le digital n'est pas toujours facile d'accès. Donc il y a aussi tout ce côté où il faut beaucoup les accompagner et ça prend du temps. Voilà, de rassurer, de leur faire comprendre que c'est simple, il suffit juste qu'on s'assoit une heure l'un à côté de l'autre et en fait ils vont vite c'est comprendre comment clair, ça marche. c'est clair. Donc donc c'est intéressant que, enfin voilà, moi c'est des chiffres que je connaissais pas, donc hyper intéressant. Alors du coup, je pense que ce qui peut être sympa de faire ensemble, c'est d'expliquer pourquoi. Et alors là, tout confondu, nous on est quand même beaucoup axé sur la réservation de groupe et d'événementiel, vous plutôt sur la réservation individuelle, mais ça rejoint, on a les mêmes problématiques. Donc je me disais, ce serait sympa d'expliquer aux gens pourquoi c'est aussi important de se digitaliser pour sa gestion des réservations. Je pense on peut tous les deux, on a tous les deux des grandes réponses tout de suite qui vont Ouais, venir. bien Donc sûr. je te Bah, laisse il y commencer. en a, Qu'est-ce il y qui en te a paraît énormément, et indispensable? il y en a encore plus dans le contexte qu'on vit actuellement. Bah, disons que le Oui. parcours client
quand on va dans un restaurant qui permet de réserver avant, donc par téléphone avec un cahier, il peut être amélioré déjà dans l'expérience de son client, puisque c'est important de satisfaire son client même avant qu'il soit venu. Et donc dans l'expérience de réservation, déjà appeler un restaurant, honnêtement, ça devient de plus en plus pénible parce qu'il faut qu'il soit disponible, que ça réponde au bon moment, qu'on tombe pas pendant les horaires de fermeture. Et donc finalement, on peut avoir besoin de s'y reprendre à 3 ou 4 fois pour juste déjà être sûr qu'on a une table disponible. Quand on est au téléphone, parfois avec le restaurateur pendant le service, il y a du bruit, c'est compliqué. Il nous demande d'épeler notre nom par téléphone. Voilà, donc déjà avec le digital, on permet aux clients de réserver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans toutes les langues. Donc quand on est dans une ville qui accueille des touristes comme Paris ou d'autres villes françaises, et qu'on a des clients qui viennent de Russie, de Chine, etc., et qu'on peut leur proposer une expérience de réservation donc à l'heure de leur choix, parce qu'ils sont pas forcément sur le même fuseau horaire, donc c'est peut-être le jour chez eux, la nuit chez nous, ils peuvent être sûrs de la disponibilité, ils peuvent réserver dans leur langue, ils peuvent recevoir ensuite une confirmation par mail dans leur langue, etc. Bon, déjà là, honnêtement, on a fait augmenter la qualité de l'expérience client drastiquement juste en faisant ça. Donc finalement, le digital, donc c'est déjà cette première étape dans le parcours. Ensuite, pour le restaurateur, c'est un énorme gain de temps parce que ça lui permet de pas avoir à noter justement toutes ces informations et d'avoir d'une information très claire. Voilà, tout est Parce que ça automatiquement se met dans l'application. automatiquement. Voilà, pour ceux aussi, parce que je l'explique parce que, alors moi j'en connais beaucoup, je citerai pas de nom, vous inquiétez pas, j'en connais beaucoup qui ont des formulaires de contact sur leur site qu'ils utilisent un peu comme un formulaire de prise de réservation et ça leur envoie des emails. Et du coup, ils se retrouvent avec des centaines de mails à gérer par jour, ce qui est très chronophage aussi. Donc là, ce qu'ils font chez ZenChef, et c'est exactement pareil chez Booking Check, à partir du moment où vous êtes inscrit chez nous, vous avez sur votre site internet un module de réservation qui va se connecter ensuite à votre espace de gestion de ces réservations. Donc tout se met automatiquement, vous n'avez plus C'est à ça. recopier les informations où que ce soit. Voilà, donc c'est pour ça aussi Et qu'il y a un puis gain de temps, d'avoir accès à entre l'information autres. depuis n'importe où aussi, parce que le cahier, on se le trimballe pas avec soi quand on va chez Métro faire ses courses. Oui, Et donc avoir une information structurée pour un professionnel, c'est une bonne manière de peut-être de mieux acheter plus juste, mieux gérer son personnel. Enfin, oui. toute l'information qui permet de savoir en temps réel quel va être le taux d'occupation du restaurant et surtout le taux d'occupation pour le prochain service ou celui du lendemain, ça va être de l'information qui va être utilisée opérationnellement pour le restaurateur. Et donc, souvent, moi, je me souviens, quand je rencontrais des restaurateurs au début, ils faisaient des calculs savants à partir du cahier de réservation papier. Donc, ils faisaient une addition de tous les couverts pour chaque service. Ils regardaient à peu près à quel créneau tous les gens arrivaient, etc. Et ils essayaient à partir de ça, de manière assez imprécise, d'en déduire des décisions à prendre sur les achats, sur le personnel. Et en plus, sur des plateformes comme ZenChef, vous allez pouvoir dire, voilà, pour tel... donc, on va imaginer le service du midi. Donc, pour le créneau midi, on prend tant de couverts. Pour le créneau midi et demi, on prend tant de couverts. Pour le créneau 13h, on prend tant de couverts. Ça vous permet aussi d'espacer vos arrivées et vous avez comme une tour de contrôle où vous pouvez contrôler les heures d'arrivée, le nombre de couverts par créneau, ce qui vous permet aussi, vous, de vous organiser au niveau du service et d'assurer que tout va être fait de façon fluide. Exactement. Ouais. Donc c'est aussi, ça vous fait gagner beaucoup de temps plutôt que d'essayer de le faire sur un papier Ouais, non, mais avec c'est clair, une gomme et un clair. crayon. Hein. J'ai beaucoup d'exemples de restaurateurs qui font beaucoup plus de chiffre d'affaires grâce à ce type de solution. Parce que, en fait, ils optimisent les services, ils ont un meilleur taux de remplissage, et parfois certains sont passés de 2 à 3 services le soir
parce que en fait, ils peuvent, grâce à la réservation en ligne, proposer des créneaux, par exemple à 19h, ensuite à 20h30 et éventuellement un troisième à 22h. Et ça, on peut pas le faire si on n'a pas un outil digital. Enfin, en tout cas, Ouais, c'est fastidieux, hein. Faut être très très motivé. Et puis, il faut être sûr de pas se planter. Mais oui, c'est forcément, voilà, vous allez gagner beaucoup de temps. Et même rien que le fait de mettre un bouton réservé avec un formulaire, un vrai formulaire, où le client comprend que il va tout de suite être pris, tout de suite être pris en charge, j'arrive pas à le dire, sur votre site, ça va aussi faire mm, augmenter vos réservations assez naturellement par rapport à un site qui n'avait rien du tout. Vous allez voir, nous, bah, je pense que vous aussi vous l'avez observé, mais nous on l'a observé, on le savait pas au départ, hein, que ça allait. mm, Enfin, on avait estimé, mais bon, on n'avait pas de réponse concrète et on l'a vu sur tous nos clients, tous ceux qui n'avaient pas de bouton réservé. À partir du moment où ils en mettent un, les réservations augmentent et le trafic mm. dans le restaurant, pas que sur le site, hein, dans le restaurant augmente assez naturellement. Euh, Autre point qui me paraît important et surtout en ce moment, le fait d'avoir un outil qui va un peu tout centraliser, ça permet aussi aux établissements d'avoir une base de données clients. Alors on en parlait au tout début, le fait de pouvoir noter les préférences, etc. Alors ça c'est la version mais juste d'avoir un fichier avec le nom de son client, son adresse mail, son contact SMS. Bah, c'est quand même une partie très précieuse du business pour moi, pour les établissements. Et dans des périodes un peu comme celle-ci où on essaye de lancer des nouveaux services, de se réinventer, pouvoir informer ses clients de ce Mm. qu'on est en train de faire, bon bah c'est quand même plus simple pour se diffuser et espérer avoir déjà un peu de retour d'activité assez simplement sur des gens qui vous ont Mm. déjà testé, qui vous connaissent déjà et qui a priori peut-être même vous aiment déjà. Voilà, donc je pense que tu vas être d'accord avec moi, la base de données client, elle est souvent délaissée parce que quand on a évidemment un papier, un crayon ou un Excel, c'est très compliqué de faire des bases de données clients derrière. Il faut les faire à la main. Donc là, tout se fait automatiquement parce que ça remplit des fiches clients un peu automatiquement aussi, qu'on peut compléter par la suite. Et, euh, et la base de données client, ne la délaissez pas. C'est vraiment un sacré atout dans votre stratégie pour votre établissement. Ben là, tu vois, avec la crise qu'on vient de connaître et qu'on continue à connaître, il y a vraiment eu une énorme différence entre les restaurants qui avaient travaillé leur communauté et leurs fichiers clients et qui avaient de la data exploitable le jour 1 du confinement et ceux qui n'avaient pas fait ce travail. Une énorme différence parce que ceux qui avaient développé leur communauté sur Instagram, sur Facebook, qui avaient un fichier client, ben, ils ont pu rester en contact avec leurs clients tout le long du confinement, continuer à faire grossir leur communauté et l'animer, que ce soit avec des recettes ou d'autres choses qui maintiennent le contact. Et s'ils ont pris la décision de se diversifier, de lancer des activités de vente à emporter ou autres, ils ont pu immédiatement informer plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes qui avaient visité leur restaurant par le passé et qui avaient passé un bon moment. Et voilà. Et à la sortie de la crise, il va y avoir une énorme différence entre les restaurants qui, juste avant, avaient bien travaillé tout ça et du coup qui ont pu maintenir le lien et qui en ressortiront peut-être même grandis et plus forts, et ceux qui sont restés en sommeil complètement pendant 2 mois et dont les clients n'ont plus du tout entendu parler et pour qui le redémarrage de l'activité va être beaucoup plus difficile. Là, on a eu un exemple très concret avec ce qu'on vient de vivre pendant 2 mois de l'importance de se constituer un fichier client et de développer sa communauté à travers le digital. Oui, ah ouais, non, je suis. Voilà, nous, on a aussi beaucoup martelé ce message, et notamment, même si c'est juste, même si vous n'avez pas encore réouvert, même si vous n'avez pas encore d'activité, avec votre fichier client, comme disait Xavier, vous pouvez simplement garder le contact en racontant votre confinement, en présentant vos équipes que vous prenez pas le temps peut-être de présenter
à d'autres moments, en rassurant aussi sur les mesures que vous êtes en train de mettre en place dans vos établissements. Montrez-leur comment vos recherches pour des masques, pour les produits d'entretien, d'hygiène, le fait que vous êtes en train de mettre des menus en QR code, peu importe. Mais tout ça sont des messages qui rassurent. Donc si vous avez une base de clients, bah, c'est super, c'est facile. Si vous n'en avez pas, faites-la vite. C'est quand même possible de la faire, ça prend un petit peu de temps. Mais ça prend pas 3 mois. Si vous vous y mettez à fond, en une semaine, vous avez déjà une belle base et vous pouvez commencer. Et après, prenez-en soin. Et puis il y a un gros troisième truc qui, pour nous aussi sur la réservation de groupe, était un gros sujet sur lequel ZenChef aussi apporte beaucoup, c'est le no-show. Quand on est digitalisé, la gestion du no-show est quand même beaucoup plus simple. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu qu'est-ce que la technologie apporte pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, bien sûr. Alors le no-show, bien sûr, le no-show, évidemment, c'est un phénomène qui se développe de plus en plus depuis des années, même s'il a toujours existé dans la restauration. C'est quand on réserve et qu'on ne vient pas sans prévenir le restaurant. Et donc, lui avait booké une table et il attend 4 clients à 20h30. Il a refusé d'autres personnes parce qu'il avait cette réservation et les gens ne viennent pas. Et il a beau essayer de les rappeler, même s'il a leur numéro de téléphone, ils répondent pas, évidemment. Et il se retrouve avec cette table de 4 vide, donc une perte de chiffre d'affaires, alors Ouais. qu'il a refusé du monde. Là, c'est très énervant. Quand on connaît le business model d'un restaurant, on sait que les marges sont relativement faibles et qu'on a des coûts fixes et qu'il faut remplir. Et donc voilà. Donc le no-show, c'est insupportable. Et pourquoi il y a du no-show? Il y a plusieurs raisons, mais la première, c'est que les gens sont étourdis. Ils sont pas mal intentionnés. Donc la première raison de no-show, on a fait pas mal d'études là-dessus, ce sont des personnes qui oublient leur réservation. Donc, et donc le digital, évidemment, va apporter des solutions pour rappeler aux clients qu'ils ont une réservation. Tout simplement déjà parce qu'au moment de la réservation, quand elle passe par un outil en ligne, un module de réservation en ligne, on va envoyer un email, on va envoyer un SMS au client pour confirmer la réservation. Ensuite, on va renvoyer un email et un SMS quelques heures avant la réservation pour rappeler l'horaire. Et à chaque fois qu'on envoie ces emails et ces SMS, il y a toujours un petit lien qui propose d'annuler simplement. Et la deuxième raison de no-show, c'est que les gens qui même n'ont pas oublié leur réservation mais souhaitent annuler, en fait, n'y arrivent pas. Parce que quand ils essayent d'appeler le restaurant pour annuler leur réservation, le restaurant est fermé. Parce que les restaurants qui acceptent des réservations en général fonctionnent avec un service le midi, un service le soir. Il y a une coupure et il y a un certain créneau horaire pendant lequel il y a personne qui répond au téléphone. Ou alors le restaurateur fait une redirection de son fixe vers son portable et du coup il se retrouve en permanence, même quand il est avec sa famille ou en train de se reposer, à devoir répondre au téléphone, ce qui est insupportable aussi. Là, l'avantage c'est que dans tout le parcours et dans tous ces emails et ces SMS, à chaque fois on va proposer d'annuler en un clic depuis son téléphone portable. Et donc, en fait, on va vraiment faciliter l'annulation. Et le restaurateur est jamais énervé quand un client annule. Parfois, on peut croire quand on est client que si on appelle et qu'on a fait une réservation pour 8 et qu'on appelle 3 heures avant pour dire qu'on veut annuler, on va se faire engueuler par le restaurateur. En fait, pas du tout. Ils sont super contents en général quand on les appelle et ils remercient les clients. Et donc, avec le digital, c'est encore plus simple que d'appeler puisqu'on le fait en un clic n'importe où. Et ça, déjà, ça va réduire la grande partie du no-show. Avec juste ces gestes très simples. Oui. Alors moi, je peux confirmer ce que tu dis parce que j'ai eu la chance aussi de faire partie des petites fourmis qui rappelaient chaque réservation. Pareil, hein, comme je dis, moi j'étais dans des restaurants étoilés, donc on est quand même bien staffé, et je passais sur toutes les réservations 24 heures avant et je rappelais tous les clients pour qu'ils me reconfirment leur venue. Et on avait toujours de la perte, toujours. Donc je confirme à 100% ce que tu viens de dire. En effet, juste le fait d'avoir un rappel, d'avoir un lien qui leur permet d'annuler, ça va vous permettre de savoir ce qui tombe à l'eau et donc de pouvoir vous organiser.
Est-ce que vous avez aussi la possibilité de sécuriser le no-show par de l'empreinte bancaire via CB en Ouais, ligne? bien sûr. Là, je t'ai donné vraiment les deux outils les plus simples. On peut aller plus loin pour vraiment réduire le no-show à zéro. On peut faire deux autres choses. La première, c'est comme tu dis, dans beaucoup de restaurants, soit qui ont beaucoup de clients, grande capacité ou du gastronomique, il y avait une personne, comme tu pouvais le faire, 24 heures avant, qui rappelait tout le monde. Et ça, c'est hyper chronophage, ça coûte de l'argent, etc. Donc nous, on a mis en place un système de reconfirmation digitale, ce qui fait que le resto qui veut reconfirmer va pouvoir envoyer à l'heure de son choix, donc disons, je sais pas, 24 heures ou je sais pas, 5 heures avant l'heure de la réservation, un SMS au client lui disant merci de reconfirmer votre réservation. Et là, il doit cliquer sur un lien pour reconfirmer. Et en fait, le restaurant, du coup, peut considérer que les gens qui n'ont pas reconfirmé sont à risque de no-show. Donc, soit ils peuvent décider d'annuler complètement la réservation et de la donner à quelqu'un d'autre, ou soit de faire du surbooking parce qu'ils se disent que celle-ci, elle est moins sûre. Voilà, donc ça, c'est la reconfirmation qu'on peut faire par le digital et ça évite de passer 2 heures à rappeler tout le monde et tous nos clients gastronomiques. Je pense à Donc ça, c'est en et ben complément voilà, du c'est encore rappel. c'est en plus. Ça s'appelle la reconfirmation, c'est pas le rappel. Ouais, en Voilà. complément du Et rappel, c'est la parce qu'en fait, au reconfirmation. lieu de le OK. rappel, c'est juste on envoie un message pour dire vous avez votre réservation, n'oubliez pas à 20h30 ce soir. Pour info. Si vous voulez annuler, vous pouvez le faire. Là, on dit si vous voulez reconfirmer votre réservation définitivement, il faut cliquer. Donc c'est encore autre chose. C'est plus engageant pour le client. C'est ce qu'on faisait nous. Voilà. C'est ce qu'on faisait nous, en effet, par téléphone, c'était plus de la Mm. reconfirmation et ceux qui ne répondaient pas, on disait que sans nouvelles de leur part, d'ici la fin de la journée, leur table serait donnée. Voilà, exact. Et je pense à un resto, je sais pas, comme Daroco par exemple, ils doivent faire au moins 400 réservations par service. Il y avait deux personnes qui passaient 2 heures par jour chacune à rappeler tous les gens. Là aujourd'hui, elles peuvent faire d'autres choses plus intéressantes. Oui, Donc, avec plus de valeur ajoutée. bah voilà. Et donc, si on veut aller encore plus loin, et ça c'est peut-être plus encore l'apanage des restaurants un peu plus étoilés, gastronomiques, mais c'est en train de se développer dans toutes les catégories de restaurants, on peut aussi demander une empreinte bancaire pour sécuriser la réservation. Et on peut automatiser cette demande au moment de la réservation. Donc concrètement, quand par exemple, on peut décider que les réservations pour plus que 2 couverts sont soumises à une empreinte bancaire. Et donc, au moment de la réservation, le client qui va réserver pour 4, on va lui dire très bien, pour valider définitivement votre réservation, vous devez mettre votre numéro de carte de crédit. Rien ne sera débité. En revanche, si jamais il y a un no-show, c'est pas une annulation, c'est vraiment si la personne ne vient pas sans prévenir, à ce moment-là, le restaurateur se réserve le droit de débiter un montant défini à l'avance que le client connaît directement sur sa carte de crédit. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace de toutes les mesures. Ah ça, c'est très, très efficace. Enfin, nous, en tout cas, sur nos établissements, ceux qui ont encore des no-shows, je dirais s'ils ont un no-show par an, c'est le maximum. Bon, nous, comme on est sur les groupes, les réservations de groupe ou des privatisations. Alors généralement sur des privatisations, on est sur du devis, il y a des acomptes, etc. Mais sur des réservations de groupe avec de la consommation à la carte, il y a toujours du coup de la caution par CB en ligne. Et c'est vrai que ça a complètement supprimé, en tout cas à 99% le no-show. Et pour ceux qui viennent pas, bon bah du coup il y a une caution qui est déposée qui peut être prélevée. Je le dis aussi parce que moi c'est un retour que j'ai énormément eu surtout quand on rencontre de nouveaux clients, qu'on explique cette fonctionnalité. On a souvent la réaction des restaurants ou des bars qui nous disent ah non mais les clients n'accepteront jamais. C'est complètement faux. Hein. Les clients accepteront vos règles du jeu à partir du moment où vous êtes très clair sur la façon dont ça va se dérouler. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ça n'empêche pas du tout le client de faire une réservation. C'est simplement qu'ils vont être beaucoup plus, ils vont faire beaucoup plus attention au fait d'annuler ou pas leur réservation. Mais en aucun cas, ils vont vous dire je ne viens pas parce que vous me demandez une caution. Hmm.
Voilà. Donc nous, on l'a vraiment observé maintenant. On n'a jamais eu le cas de clients qui disaient je déposerai pas ma caution et c'est n'importe quoi ce que vous me demandez, etc. Et je l'ai même connu à mon époque où je gérais toute la partie commerciale dans des établissements, etc. Où quand je proposais à des chefs de mettre ça en place, ils me disaient mais Clémence, on va perdre trop de monde. On n'a jamais perdu de volume de réservation avec de la caution en ligne. Donc pour information, n'ayez pas peur de ça. Les clients s'y font très bien. Bien sûr, il ne faut pas que vous demandiez des montants délirants, hein. Si vous demandez 1 000 euros par personne, oui, ça va les bloquer. Mais si vous demandez un montant correspondant à votre ticket moyen, enfin voilà, qui est dans les ordres de prix de ce que vous pratiquez, qui est raisonnable, c'est simplement un petit garde-fou, voilà. Et ça marche très très bien. Moi, je me souviens d'une histoire de Steven Ramon, qui est un chef qui a un restaurant à Lille et qui s'appelle le Rouge Bar, qui marche super bien. Et il avait tellement de no-show, alors qu'il refuse du monde tous les jours, qu'à un moment, il a pété un câble et il a dit, je mets 100% de réservation avec empreinte bancaire. Ouais. Et il a écrit un long post sur la page Facebook du restaurant pour expliquer pourquoi voilà, il faisait ça. Et il a eu énormément de messages de gens qui ont dit on viendra plus dans le restaurant, c'est terminé, voilà, on réservera plus, etc. Et en fait, résultat, 1 an plus tard, il a encore plus de clients qu'avant et ses clients se sont juste adaptés et lui, il a plus de no-show. Ouais. Donc, Bah voilà, encore mieux. parfois il y a une peur, mais qui en fait qui est un peu irrationnelle parce qu'on n'a pas envie de se mettre à dos évidemment ses clients, mais en réalité, quand on leur explique bien, et bah, ils comprennent Oui. et puis ils s'adaptent. Et même, je dirais, quand on explique bien qu'on a des règles qui sont établies, ça rassure aussi beaucoup de clients. Parce qu'ils se disent, c'est sérieux, on est suivi, je vais être bien accueilli. Ma réservation, je sais que... Parce qu'il y a aussi parfois la crainte du client de se dire, bon, alors, est-ce que ma réservation, elle est bien notée? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que... Voilà, moi, j'en ai eu plein, hein, des clients qui m'appelaient 3 fois par jour pour me dire, c'est sûr, hein? C'est sûr, vous avez ma table. Oui, oui, oui. Donc voilà, plus vous avez des process clair, plus c'est rassurant aussi pour vos clients et plus ça peut vous aider à encore mieux développer votre établissement. Donc c'était un très bon exemple. Euh, sur la partie justement développons nos établissements, il y a un grand combat qu'on partage, il me semble, c'est tout ce qui est lié à l'indépendance des établissements. Alors, quand on parle d'indépendance des établissements, c'est que alors pareil, à nouveau, qu'on soit un établissement qui ne fasse que des groupes et de la privatisation ou qu'on ait de la réservation individuelle, etc., on a différentes sources, différents canaux de réservation. On a, moi, ce que j'appelle le direct et l'indirect. Donc, le direct, c'est votre téléphone, votre site web, vos réseaux sociaux. Et il y a l'indirect. Alors, pour les restaurants qui font de la réservation individuelle, ça va être les apporteurs d'affaires. Parfois, les conciergeries privées aussi qui vous amènent des réservations et qui vous demandent de la commission ou avec lesquelles vous devez appliquer des prix particuliers ou des offres particulières. Et puis, pour tous ceux qui font de la privatisation et du groupe, vous avez d'autres apporteurs d'affaires et des agences. Quand je dis apporteur d'affaires, c'est tous les annuaires en ligne sur lesquels on peut aller choisir un établissement et faire sa réservation. Alors que l'agence, généralement, c'est un chef de projet qui vous appelle, qui vous fait une demande, etc. Cette partie indirecte est très intéressante, mais cependant peut avoir des travers sur lesquels il faut être prudent, il faut être informé, parce que si ça devient la source principale de réservation, ça peut vous mettre en grand danger. Voilà. Et surtout, ce que nous on a remarqué, c'est peut-être ce que vous avez remarqué aussi chez ZenChef, c'est que parfois vous êtes mieux développé sur vos canaux indirects qui vous coûtent très cher que sur vos canaux directs. Donc c'est aussi voilà, il y a vraiment un point sur lequel en tout cas vous aussi, mais nous aussi chez Booking Check, on essaie vraiment de diffuser toutes les informations qu'on a pour vous aider au maximum
à avoir de la réservation en direct qui vous coûte, le minimum, voire rien du tout. Et puis utiliser cette partie indirecte quand on a besoin de renforcer des périodes un peu plus calmes ou quand on a besoin de se faire connaître. Voilà. Donc, comment est-ce que vous, parce que ça fait vraiment partie, moi, ça fait partie des choses sur lesquelles personnellement je vous ai connu. Enfin, j'avais connu Mille et un menus, j'avais connu le changement sur Zen Chef, mais le moment où j'ai vraiment compris ce que faisait Zen Chef, c'est le moment où vous avez commencé à aborder tous ces sujets et que vous avez, voilà, vous avez beaucoup évoqué ce côté, on vous aide à devenir indépendant. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous alarmer sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ouh là là, attention, danger? Oui, complètement. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis que le digital est arrivé dans certaines industries, il y a des modèles de places de marché qui se sont développés, que ce soit donc pour les hôteliers, on connaît Booking, Expedia, qui sont des agrégateurs qui facilitent du coup l'expérience du consommateur pour trouver un hôtel et réserver, pouvoir comparer, avoir beaucoup de choix, etc. Donc c'est très bien et qui du coup capte les clients qui passent par Internet pour chercher ce type d'établissement. Donc ce modèle-là est très bien à partir du moment où il y a un équilibre entre les clients qui viennent par ces plateformes et ceux qui vont venir en direct. Donc ça veut dire qu'ils vont contacter l'hôtel ou le restaurant par son site internet ou par téléphone, etc. Puisqu'en fait, en contrepartie de cette visibilité des clients apportés, ces plateformes prennent des commissions qui sont importantes et surtout plus le rapport de force s'inverse et donc plus la proportion des clients d'un restaurant ou d'un hôtel qui proviennent de ces plateformes est importante. Par exemple, pour certains hôtels aujourd'hui, on est à 90% de clientèle qui passe par ces plateformes. Et donc les pourcentages de commission, bah, qui étaient peut-être de 10% il y a 10 ans, bah, aujourd'hui sont plutôt de 20% et tendent vers 30%. Et donc l'enjeu principal des restaurateurs et des hôteliers, mais c'est le cas de plein d'industries dans lesquelles il y a des places de marché, Amazon en étant une aussi, qui fait exactement le même boulot, c'est de trouver des solutions pour garder une partie suffisante de sa clientèle qui vient en direct, qui coûte pas de commission. Et donc pour ça, il y a plein de manières de fidéliser, d'entretenir le lien et de faire en sorte que les clients aient envie de venir en direct, de leur donner des avantages pour ça aussi. Et donc voilà. Et donc nous, ce qui nous a alarmé, c'est de se dire, mais en fait, si les hôteliers aujourd'hui ont pour enjeu principal de récupérer le lien en direct et une partie de leur clientèle, et que eux ont peut-être 10 ou 15 ans d'avance par rapport aux restaurateurs en termes de digitalisation, il va se passer la même chose dans la restauration. Et donc, il faut que on anticipe avant qu'il soit trop tard, parce qu'une fois qu'il y a 90-95% des clients qui passent par la plateforme, c'est très difficile de revenir en arrière. Par contre, quand on est le cas d'un restaurant aujourd'hui qui a peut-être allez 20 ou 30% de sa clientèle qui provient de ces plateformes, il n'est pas trop tard pour faire en sorte que ça reste dans ce niveau de proportion et que ça ne monte pas à plus de 50. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'enjeu pour lequel nous on travaille déjà en expliquant et puis en apportant aussi des solutions. Enfin, là où c'est très dangereux, notamment, c'est alors vous n'avez plus la main sur vos clients puisque ils arrivent par des tiers. Et ça vous coûte très cher, hein. On est d'accord que les deux grands dangers, c'est vraiment ça. C'est que du coup, les clients arrivent un peu d'on sait pas où. Voilà, c'est pas des gens qu'on connaît ou quoi. Ça arrive pas à travers notre site, etc. Donc on peut pas non plus trop analyser qui vient, par où ils arrivent et comment. Enfin, on a plus vraiment la main sur nos canaux, puisque vous aurez simplement les informations au moment où le client réserve, mais tout ce qui se passe avant, tout le parcours du client pour vous trouver, bon bah voilà, c'est terminé. Donc après, dans vos stratégies aussi marketing ou même plus ciblées de communication, bon bah vous êtes un peu le bec dans l'eau parce que va falloir trouver quels sont les meilleurs chemins. Et puis il y a le coût, hein, de ces commissions, tu l'évoquais tout à l'heure, les marges
notamment dans la restauration, sont des marges faibles. Ajoutons à cela des commissions et parfois même des abonnements, parce qu'il n'y a pas que la commission, il y a aussi des abonnements pour rien que pour être référencé. Donc parfois il y a une double entrée d'abonnement plus de commission qui vous coûte très très cher. Et si vous décidiez d'avoir des actions, même rien que des actions de communication, des actions de stratégie digitale, de marketing, ça vous coûterait pour certains moins cher de faire ça que de passer par des apporteurs, par exemple, parce que c'est le plus gros fléau, hein, les apporteurs, les agences, les conciergeries, ça reste très équilibré par rapport au direct. Mais les apporteurs, c'est très dangereux. Le troisième danger que nous, on a identifié, et là je parle au nom de Booking Check, je sais pas du tout quel est l'avis de ZenChef par rapport à tout ça, mais nous, ce qu'on a identifié et qu'on veut absolument vous dire, c'est que vous devez absolument protéger votre nom de marque en ligne. Le grand danger, c'est que les clients, pour la plupart, vous connaissent, et quand ils cherchent votre nom sur Internet, en fait, au lieu de se retrouver directement sur vos supports, se retrouvent sur les sites des apporteurs. Donc en fait, ils vous connaissent, ils voulaient réserver chez vous, mais vous n'étiez pas classé au bon endroit. Et le client, encore une fois, exactement comme pour le no-show, c'est pas de la mauvaise volonté de sa part, ou c'est pas pour vous ennuyer qu'il va pas venir en direct, c'est simplement qu'il prend le premier lien qu'il voit. Donc en fait, vous vous retrouvez à payer pour des clients qui vous connaissent déjà. Donc là, on commence à rentrer dans les subtilités un peu dangereuses des places de marché, apporteurs d'affaires, etc., comme on l'évoquait. Et c'est là où vous devez faire attention à ce que votre nom de marque ne soit pas utilisé en ligne pour que vous puissiez bien vous placer au niveau de votre référencement. Il y a plein d'autres actions à faire. Il y a des choses qui coûtent absolument 0 €, comme bien remplir sa fiche Google My Business, bien tenir à jour son site internet, ou faire en sorte d'avoir un site adapté pour pouvoir bien vous référencer. Il faut pas que tout ça vous fasse peur, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas compliquées. Vous trouverez, j'ai pas vérifié, mais je suis sûre que sur le blog de ZenChef, comme sur le nôtre, il y a des informations par rapport à tout ça. Voilà, donc il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de choses pour vous accompagner dans tout ce parcours-là, mais il est vraiment, vraiment très important que vous fassiez attention à votre positionnement en ligne. Et alors j'ai une autre chose par rapport à ça à dire aussi, c'est que parfois vous laissez la place ouverte aux apporteurs d'affaires qui vous coûtent un certain montant, surtout quand c'est devenu votre source principale de réservation. Vous leur laissez la place parce que tout simplement vous n'avez pas de site internet, ou vous n'avez pas de bouton réservé sur votre site internet, ou vous n'avez pas de bouton réservé sur votre page Facebook, etc., etc. Et du coup, en fait, le client qui va vous chercher en ligne, même si vous n'avez pas envie d'être en ligne, il va vous chercher en ligne, va réserver à travers ces plateformes. Donc, quelque chose qui à la base vous aurait coûté 0 se retrouve à vous coûter de l'argent, tout simplement parce que vous n'êtes pas équipé sur votre partie en ligne. Et nous, on l'a vu avec des clients qui avaient en source principale des apporteurs d'affaires, mais de façon très importante. On était à 70-80% des réservations arrivaient via des plateformes. Et rien que le fait de mettre un formulaire de réservation sur leurs différents supports, ils se sont retrouvés à inverser complètement la courbe, donc à être plutôt à 20%. Et ils ont rien fait d'autre, hein. Donc, alors je dis pas que c'est toujours le cas, que ça se passe toujours comme ça. Parfois, il faut mettre un petit peu de communication, etc. C'était quand même des établissements qui avaient déjà du trafic. Mais pour ceux qui ont déjà du trafic, qui ont déjà une clientèle fidélisée, vraiment penchez-vous sur ce sujet. Alors, il y a une question qui revient souvent. C'est vraiment des petites questions rapides, mais c'est juste pour rassurer par rapport à cette partie apporteur qui est vraiment un sujet très très douloureux pour nombreux d'entre vous. Il y en a beaucoup qui me disent, et tu vas me répondre, Xavier, est-ce que si je passe sur un formulaire de réservation sur mon site internet ZenChef,
est-ce que je vais avoir moins de réservations que si je continue avec un apporteur d'affaires très connu, pour ne pas les citer, mais il y en a un gros dans la restauration que vous connaissez tous, qui vous fournit aussi votre module de réservation et qui vous référence sur son annuaire. Est-ce qu'on perd en volume de réservation? Bah, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut faire les deux. Il faut déjà, comme tu le dis, faciliter le parcours du client. Et donc, quand il tape votre nom sur Google, il faut que le premier lien, ce soit le site du resto. Il faut que ce site soit optimisé, évidemment, pour le mobile, qu'il soit simple d'utilisation. Parce qu'en fait, le combat avec ces plateformes, c'est qu'elles ont des millions à investir en marketing, en développement informatique. Donc, elles vont avoir un parcours client qui est hyper optimisé et on va pas en vouloir aux clients d'aller là où c'est le plus simple pour réserver. Donc déjà, la première chose à faire, comme tu le dis, c'est de proposer une expérience digitale du même niveau de qualité, voire meilleur et plus simple que celui qu'on va retrouver sur ces fameux apporteurs. Et donc, si déjà on fait ça, on va éviter de perdre ces clients déjà fidélisés qui avaient l'habitude de venir au restaurant, ou bien des nouveaux clients qui découvrent en lisant un article, par exemple, je sais pas, dans Télérama ou dans un guide gastronomique, qui voient une critique, ça leur donne envie de venir. Après, le parcours logique, c'est d'aller faire une petite recherche sur Google, soit pour trouver l'adresse ou le téléphone ou regarder la carte. Bah là, il faut déjà capter tous les clients. Et en fait, il se trouve, nous, on a fait des études là-dessus, qu'il y a 80% des clients d'un restaurant qui connaissent déjà le restaurant. Ils connaissent à travers ce que je viens de citer et toute la communication que peut faire le restaurant et sa notoriété naturelle. Et donc, il s'agit juste de pas faire, de pas le perdre en fait, alors qu'il est déjà gagné. Et donc là, on va pas perdre de clients du tout. Et la confusion que peuvent créer ces plateformes, c'est de donner l'impression qu'en fait, elles représentent une part, je sais pas, de 50% ou plus du chiffre d'affaires du restaurant, alors qu'en réalité, dans ces 50% de clients qui passent par la plateforme, il y en a peut-être 30% qui seraient venus en direct et que la plateforme a réussi à capter juste en se positionnant sur le parcours et 20% qui sont du vrai business additionnel. Et donc l'enjeu, c'est déjà donc la simplicité du parcours qui permet de regagner une grande partie. Une fois qu'on a fait ça, bah là on peut se dire ok, je vais aller sur ces plateformes, mais c'est juste pour certains créneaux, limiter la capacité de réservation. Et là, je vais vraiment les utiliser intelligemment et elles vont m'apporter des nouveaux clients. Voilà, donc en fait, il faut les maîtriser, mais il faut pas les subir. C'est ça. Et pour répondre à la question, parce que moi vraiment j'ai eu beaucoup de clients qui m'ont dit si on installe Booking Check, on n'aura plus assez de réservations parce que on passera pas par tous les outils de la plateforme que la plateforme nous propose et on va perdre en réservation. Et ça fait partie aussi des menaces qui sont faites par certains par certains employés de ces plateformes. Et vraiment, il faut pas. C'est complètement faux. Un client qui veut réserver sur votre site, que votre module soit fait par un tel ou un tel, ça ne changera rien. Vous n'aurez pas de modification de volume dans vos réservations. C'est un mythe total. Et je Nous, confirme aussi ce que dit. on a eu Oui, l'exemple, hein. oui, On a eu l'exemple de restaurants qui hésitaient à arrêter complètement parce qu'ils se disaient quand même, moi, je remplis naturellement ma salle. La plupart du temps, je suis complet, mais j'ai quand même, allez, 20% de business qui provient des plateformes. J'hésite, mais bon, allez, ok, je fais un test. Et donc, il y en a certains qui ont testé. Pas tout le monde peut se le permettre, hein, évidemment, mais pour des restaurants qui marchent vraiment bien. Et donc, ils ont testé de faire une petite pause, voir s'ils pouvaient remplir en direct à 100%. Et ils se sont rendus compte que les gens, en fait, repassaient par leur site naturellement. Ça veut dire que les clients qui étaient théoriquement apportés par ces plateformes, en réalité, ne voulaient juste réserver par Internet simplement. Et donc, ça vaut pas
les commissions importantes. Donc, vraiment, ce qu'il faut avoir comme logique, mais c'est la logique de n'importe quel business, c'est d'abord investir dans sa communication, dans les outils technologiques qui facilitent voilà, le parcours du client. Et une fois qu'on a saturé d'une certaine manière le canal direct, qu'on a fait tous les efforts possibles et qu'il nous reste peut-être aller 10% de la capacité à remplir, eh bien là, dans un second temps, on va aller regarder comment on peut le remplir à travers ces plateformes. Mais c'est pas dans l'autre sens. C'est pas d'abord la plateforme. Donc il faut vraiment avoir cette logique en tête parce que bah on le voit, hein, Amazon est un exemple vraiment intéressant parce que il y a beaucoup de vendeurs qui sont mis sur Amazon et puis une fois qu'ils sont complètement dépendants, ils ne peuvent plus du tout vendre par eux-mêmes et c'est très difficile de revenir en arrière. Donc il faut investir dans le CRM, dans le fichier client, dans les outils de communication et un community manager, par exemple, pour un restaurant qui va animer la communauté, qui va faire en sorte de créer vraiment du trafic naturel, bah, peut-être que ça coûte 500 euros par mois, alors que si on passe par ces plateformes et qu'on n'investit pas du tout dans sa communication, ça va nous coûter 3000 euros par mois. Donc il faut bien réfléchir aussi là où on met l'argent dans de la communication. Oui. Et ça, c'est des chiffres observés, hein. Ah oui, complètement. Parce que nous, on le voyait, les commissions pour ceux qui avaient une part importante, parfois même pas forcément plus de 50%, mais qui avaient déjà une part très importante de trafic à travers les apporteurs. On était à des milliers d'euros par mois, hein, donc voilà. C'est en effet, c'est vraiment intéressant à partir du moment où ça vient compléter des moments où on est moins rempli et on a besoin de venir chercher de nouveaux clients via différents canaux. Et ça peut être les apporteurs, comme on oublie souvent, mais les agences, pour ceux qui font du groupe et de la privatisation notamment, et dans les restaurants, il y en a. Alors là, évidemment, ça va peut-être moins être le cas, mais quand ce sera à nouveau le cas, les agences aussi sont quand même des sources intéressantes de business pour les restaurants. Moi, je sais que je travaillais énormément avec les agences et c'était une part très très importante dans la catégorie apporteur d'affaires. Je travaillais bien avec les agences. Voilà. Donc après, il y a plein de canaux possibles, mais la différence qu'il y a, voilà, entre, je le redis pour que ça soit bien clair dans les esprits, la différence entre les agences et les apporteurs. Les agences ne vont pas essayer de récupérer votre trafic en ligne, ce qui va être le cas des apporteurs, puisque tout leur business est basé sur des gens qui vont venir sur leur site internet. Voilà, eux n'ont que cette source-là pour capter des gens, que Internet. Donc forcément, ils sont très agressifs sur Internet parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Et le chiffre que tu donnais avec les 80%, ayant travaillé chez des apporteurs, je peux confirmer ce chiffre même du côté apporteur. Nous, on le savait en interne que 80% des gens qui arrivaient sur notre plateforme, en fait, l'établissement qu'ils avaient demandé le connaissait déjà. Donc c'est pas un mythe, c'est pas un chiffre qu'invente ZenChef, c'est la réalité dans les deux côtés. Je te propose qu'on aille sur toute la partie un peu crise du Covid, etc. Je pense que c'est intéressant que tu nous donnes ton regard par rapport à la situation, parce que vous êtes vraiment au milieu de milliers d'établissements. Donc vous avez certainement énormément de retours de la part de vos clients. Alors déjà, est-ce que depuis le déconfinement, est-ce que vous voyez des reprises d'activité? Est-ce que vous voyez vos modules de réservation refonctionner pour le futur ou pas du tout? Est-ce que tu as des restaurants qui se sont repositionnés sur des choses intéressantes qui te semblent sympa de partager aux gens qui nous écoutent pour les inspirer? Voilà, quelles sont tes premières bribes de retour depuis qu'on est déconfiné? Oui, alors dans la restauration, bah, le déconfinement n'a pas vraiment eu lieu. En tout cas, la reprise d'activité n'a pas eu lieu pour les restaurants qui accueillent du public. Et on en saura plus à partir de fin mai et pour une probable réouverture début juin.
Donc, il n'y a pas eu vraiment un impact, en tout cas sur la partie réservation. Pour l'instant, il n'y a rien parce que comme on ne sait pas à quelle date exacte les restaurants vont rouvrir, on a quelques centaines de réservations qui commencent à tomber, mais c'est vraiment très très faible par rapport au volume habituel où Centaines on est sur plutôt sur plusieurs. l'ensemble des clients Oui, Zenchef, oui, c'est sur ça, l'ensemble des hein? restos. Ouais, oui, oui. Oui, voilà. Alors que c'est plutôt plusieurs dizaines de milliers par jour, donc voilà. Donc on est proche de zéro, on va dire. Ça Donc reste anecdotique. Ouais. voilà, essayer des restaurants qui en général sont complets plusieurs mois à l'avance. Et donc certains commencent à se dire Ok, si je réserve pour le mois de septembre, pour moi je suis sûr d'avoir de la place. Mais c'est ça vraiment devrait le anecdotique. faire. Voilà. Donc non, dans l'ensemble, ça n'a pas repris du tout. Donc quelques réservations, mais pour dans plusieurs mois sur des restaurants qui ont déjà une clientèle qui réservait Voilà, plusieurs mois à exactement. l'avance avant crise. Donc rien de nouveau sous le soleil. On parle de voilà, moins de 1% des restos. Après, sur les initiatives, il y a un truc qui marche très très bien et que nous on a lancé aussi, c'est le click and collect pour la vente à emporter. Et ça, c'est un nouveau phénomène qui existait évidemment dans certains restaurants, mais pas trop dans les restaurants traditionnels, les restaurants gastronomiques, les bistrots. Et là, toute cette catégorie de restaurants s'y est mis pendant la crise, pendant le confinement, pour tout simplement générer du chiffre d'affaires minimum, maintenir le lien avec les clients, et puis l'envie de cuisiner aussi, l'envie de se réinventer et de pas subir une fermeture qu'on leur a imposée. Et ça marche très très bien. Il y a plusieurs milliers de restaurants qui s'y sont mis là en quelques semaines. C'est incroyable de voir la capacité de réactivité, d'innovation, d'adaptabilité dans ce genre de crise dont on fait preuve beaucoup de restaurateurs. Et donc là, il y a de l'activité, il y a des nouveaux usages de clients qui se sont mis à aller chercher leurs plats dans des restaurants qui sont pas forcément que du sushi et du burger et des pizzas. Et ça marche super bien. Et nous, on voit, il y a beaucoup, beaucoup de flux sur le module qu'on a développé qui permet de faire de la vente en ligne pour faire de la vente à emporter. Et ça marche super bien. Ouais. Est-ce que tu peux, alors pareil, parce que nous, on s'adresse à tous les gens qui font du groupe et de l'événementiel, donc parmi eux des bars, des restaurants, des hôteliers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce module pour ceux qui sont toujours en recherche de d'équipement sur cette partie-là? Comment ça se passe? C'est simple à mettre en place? Ça coûte combien? Est-ce que c'est relié à la caisse? Dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous donner des infos importantes de votre nouvelle Ouais, fonctionnalité? pour faire rapide, c'est un module qui s'installe sur le site du restaurant. C'est gratuit pour nos clients et ça le sera jusqu'au mois de septembre. C'est un module qui permet de faire de la commande en ligne. Donc en fait, on met son menu en ligne, on choisit les plats qu'on veut proposer. Les clients viennent sur le site du restaurant, ils choisissent un créneau horaire pendant lequel ils vont récupérer leur commande. Ensuite, ils ont accès au menu, ils choisissent les plats, ils mettent dans leur panier, comme quand on commande sur une plateforme de livraison. On crée son panier. Ensuite, on paye en ligne et on reçoit une confirmation qui nous permet d'aller chercher notre commande au moment où c'est prévu. Et donc comme ça, le restaurateur est informé et puis il peut préparer la commande. C'est hyper simple à la fois pour le consommateur et pour le restaurateur. Et, euh, et voilà. Et après, est-ce que c'est relié à la caisse? Bah, ça dépend. Si notre système est connecté à la caisse du restaurant parce qu'on a un partenariat, oui. Si c'est pas le cas, ça peut fonctionner sans forcément être connecté à la Est-ce que tu caisse. peux nous dire avec quel alors quand c'est pas connecté, j'imagine que du coup ça envoie un email et après le restaurateur peut gérer. Exactement. Et quand c'est connecté, est-ce que alors parce que vous êtes quand même connecté avec des très Enfin, pas forcément qu'un email. Hein. Dans le back office de ZenChef, là où il gère ses réservations, il gère aussi ses commandes. Il y a une interface de gestion des commandes. donc vous leur OK, donc vous leur mettez aussi à disposition la partie interface de gestion derrière. Il n'y a pas que le module sur le site. Non, il y a tout. En fait, c'est vraiment, on a développé carrément un nouveau business hein, pour nous, même si pour l'instant on gagne pas d'argent. Mais
enfin, c'est pas juste une petite solution de crise temporaire. C'est une nouvelle activité qu'on va continuer à développer Nouvelle brique. nouvelle brique parce que Mhm. on ne sait pas pour combien de temps on va vivre dans une phase où on peut aller au restaurant normalement et donc la vente à emporter, je pense, va rester dans le paysage, pas uniquement pendant le confinement. Et je pense même après le moment où on pourra retourner au restaurant normalement, je pense que les gens auront peut-être adopté cette habitude de pouvoir venir aussi chercher un plat autre, comme tu disais, sushi, burger et pizza sur plein d'autres territoires gastronomiques autour de lui pour pouvoir dîner en famille ou se faire un truc un peu sympa à la maison ou sur des déjeuners aussi au bureau ou autre. Voilà, donc a priori, même si ça s'est accéléré de façon énorme pendant cette crise du Covid, en effet, il y a a priori tous les signaux sont verts pour que cette habitude perdure dans le temps sur la suite. Donc y penser maintenant, c'est aussi peut-être pour de nombreux établissements gagner du temps sur l'avenir et au moins cette partie-là, c'est géré, vous savez faire. Et au moment où l'activité va reprendre en présentiel dans les restaurants, vous aurez peut-être d'autres chats à fouetter que de lancer en même temps votre activité en présentiel avec les nouvelles normes, plus mettre en place le click and collect, etc., etc. Et ça représente aujourd'hui combien d'établissements vous ont fait confiance sur cette partie-là? Parce que je crois que c'est déjà assez important, hein. On a déjà équipé plus de 1000 restaurants, ouais. Ouais, ouais, Ah oui, ouais. et on en a peut-être 200 par semaine supplémentaires qui nous demandent l'activation. C'est vraiment, c'est Ouais, donc fulgurant. super. Ouais, Ça marche bien. ouais, 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 non, Non, mais c'est rassurant aussi pour ceux qui nous écoutent. Ça veut dire que au niveau de la technologie que vous avez dû mettre en place très rapidement, c'est pas parce qu'ils l'ont fait vite que c'est mal fait. Ça fonctionne bien et vous avez déjà des milliers de collaborateurs sur ah cette ouais, ah toute bah nous nouvelle fonctionnalité. c'est simple. Il y a Donc c'est l'équipe super. technique qui bosse à fond depuis des semaines. Jour et nuit. Voilà, et qui en fait a complètement arrêté les développements qui étaient en cours sur la partie réservation et pour se consacrer à Pour se 100% concentrer. ouais, là-dessus. Ouais. Et je voulais quand même préciser parce que c'est un point important et pareil, moi j'ai des amis restaurateurs qui m'ont dit ah oui mais alors après le lien avec la caisse gna gna gna. Pareil pour ceux qui vous connaissent pas, vous êtes quand même interfacé avec des gros acteurs de solutions de caisse. Je crois que vous êtes interfacé avec Tiller. Ouais, alors Tiller, l'addition, Popina, Lightspeed, Clio, Pi électronique, enfin les gros du marché sont connectés avec ZenChef. C'est ça. Je voulais quand même le préciser parce que nos auditeurs ne pensent pas que voilà vous avez peut-être un partenaire, deux partenaires sur les systèmes de caisse qui sont peut-être pas les plus connus. Non, vous êtes très présent sur vos partenariats avec les différents acteurs. Donc voilà, a priori, enfin voilà, sauf exception, tout le monde devrait presque trouver sa connexion avec son système de paiement aussi. Comment est-ce que toi tu vois par rapport justement à tous les contacts que tu peux avoir avec les lieux, avec ta vision aussi personnelle d'entrepreneur, est-ce que tu es optimiste sur le fait que on va revenir à une activité plus classique, enfin en complément de ce qui se sera créé, mais une activité aussi classique de on va manger dans un restaurant. Est-ce que tu penses, moi j'étais en train de me dire par exemple que sur la reprise, je pense que la réservation, justement la réservation en ligne va être très très importante, notamment pour pouvoir sécuriser ses équipes et ses clients en calant bien les créneaux sur lesquels les clients vont venir, sur le fait de pouvoir limiter le nombre de personnes, voilà, pour que ça soit vraiment très très rigide et que les gens qui viennent puissent venir en toute sécurité. Mais bon, ça c'est très personnel. Comment toi tu vois les choses? Alors,
Déjà, moi, je suis optimiste, je suis entrepreneur, donc j'ai tendance à voir les opportunités dans toute situation et donc dans cette crise aussi. Dans l'adversité? Voilà. Donc j'ai toujours fonctionné de cette manière-là et je vais continuer. Et pour moi, cette crise va apporter son lot d'opportunités. Maintenant, ce qui est clair, c'est que la restauration avait déjà une partie des restaurants qui étaient fragiles financièrement, que la crise actuelle va les fragiliser encore plus et qu'il va y avoir de la casse. Il y a déjà un taux de turnover qui est important dans la restauration, de l'ordre de 20-25% par an. Et là, cette année, il va être plus important. Il va y avoir des faillites, c'est certain, et c'est très très triste parce que c'est des gens qui ont tout donné, qui se sont endettés, qui ont tout fait pour que ça marche et qui, pour une raison qu'ils ne maîtrisent complètement pas, vont se retrouver en ayant tout perdu. Et vraiment, ça, c'est ce qu'on va vivre dans les prochains mois et qui va être très très dur. Et donc la restauration, elle va pas se relever non plus du jour au lendemain et il va lui falloir peut-être plusieurs années pour vraiment retrouver la santé et revenir à son niveau d'avant. Maintenant, ce qui est certain, c'est que cette crise, elle a accéléré certaines tendances qui étaient déjà présentes et qui se développaient petit à petit et qui là vont être vraiment accélérées. Il y en a autour de, bien sûr, tout ce qui est autour des produits, du local, de l'éco-responsable, la conscience environnementale des clients va être plus importante et donc les restaurateurs doivent s'adapter à tout ça. Et puis, il y a toute la notion d'hygiène, même si dans la restauration, l'hygiène a toujours été très très forte et très bien respectée parce qu'il y a énormément de contrôles et des normes très strictes. Mais là, ça va être une préoccupation encore plus forte et donc les restaurateurs vont devoir encore plus rassurer là-dessus et peut-être mettre en place des nouvelles mesures. Donc tout ça, c'est des changements, c'est des coûts, etc. Et le digital, évidemment, va se développer plus rapidement. Euh, il y a Pour moi, c'est comme si sur les 2 derniers mois, on avait fait un bond technologique de plusieurs années parce que les gens se sont retrouvés enfermés chez eux et ils ont surconsommé à travers le digital. Ceux qui étaient encore à l'ancienne et avaient l'habitude d'appeler pour faire des choses ou de fonctionner encore sans le digital, bah, ont dû s'y mettre et donc ça va accélérer à la fois les usages des consommateurs en matière de digital et ça va aussi apporter des solutions concrètes à la reprise de l'activité pour les restaurateurs. Et donc, comme tu le dis, bah, le parcours digital va permettre de rassurer le client peut-être sur les normes d'hygiène qui ont été mises en place dans le restaurant. Au moment de la réservation sur le module, on va pouvoir afficher que le restaurant, par exemple, respecte la distanciation, propose du gel hydroalcoolique, que les serveurs portent des masques, que en cuisine on a renforcé, je sais pas, les désinfections, etc. Donc tout ça, on va pouvoir le communiquer plus facilement sur le module, sur les emails de confirmation, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, bah, on va pouvoir l'utiliser pour ça. Et donc le digital va apporter une vraie solution à la reprise. Euh, Ça va permettre aux restaurateurs de gérer plus efficacement les flux de clients et donc de savoir combien il y a de personnes en même temps dans le restaurant. Si on a un cahier papier, c'est pas évident de gérer ça. Peut-être que certains restaurants vont imposer la réservation alors qu'avant ils avaient une part de clientèle de passage, mais le passage ça va être difficile pendant un temps parce que on va pas pouvoir faire attendre les gens, on va pas pouvoir les faire être trop nombreux dans des espaces à l'entrée du restaurant. Donc, si on veut vraiment respecter toutes ces normes de distanciation, mettre en place un outil digital et dire aux clients que c'est obligatoire maintenant de réserver. Nous, on a beaucoup de restaurateurs qui nous ont dit que ils envisageaient de passer en réservation obligatoire à partir de la reprise, quoi. Donc ouais, c'est clair que il y a une vague, il y a une vague d'innovation et d'adoption du digital. Ouais. Euh, Et donc, en gros, enfin, il y a eu beaucoup d'informations, ce que tu nous as dit, beaucoup de choses intéressantes. Mais en gros, si je devais faire un très court résumé, je dirais que numéro un, pendant cette période, vous vous êtes rendu compte de la puissance de communication sur vos réseaux en direct, avec les réseaux sociaux, avec les newsletters, de l'importance de votre base de données clients, que voilà,
pour nombre d'entre vous, vous êtes vraiment mis à réfléchir sur votre stratégie de communication et c'est super. Maintenant que vous avez réfléchi à cette stratégie de communication, gardez le cap. Mais derrière, il faut aussi que vous pensiez à votre expérience en ligne, au fait que le client arrive sur un beau site internet, sur une page Facebook qui soit tenue, mise à jour, page Instagram, idem, avec des belles photos, que ça soit clair, mais que sur toutes ces plateformes, on puisse trouver des boutons pour réserver, pour que vous puissiez convertir ces gens qui viennent vous visiter en ligne en des demandes. On va passer par des moments d'activité qui vont être encore compliqués, je pense. Donc, le fait que vous ayez les bons outils au bon endroit, avec les bons parcours, ça va aussi être indispensable pour votre survie, parce qu'il va falloir être très bon sur votre stratégie, on va dire commerciale au sens large, comment je capte du client. Et ensuite, toute cette technologie va aussi vous permettre, comme le disait Xavier, de bien vous organiser pour vous être en sécurité avec vos équipes et pour proposer à vos clients d'avoir les meilleures conditions possibles pour aussi ne pas être en danger quand ils viennent chez vous et leur redonner confiance dans vos établissements. Si on veut te contacter ZenChef, si on a des questions par rapport à tout ce que tu as dit, c'est quoi le meilleur moyen de se mettre en relation? Alors, sur notre site zenchef.com, il y a toutes les infos et puis il y a une manière de formulaire pour nous contacter. Sinon, sur les actualités, Facebook, LinkedIn, Instagram, voilà, vous cherchez ZenChef et comme ça, vous pouvez être informé de tout ce qu'on fait en ce moment pour aider les restaurants au redémarrage de l'activité, on l'espère, dès le mois de juin. Ouais. Oui, alors d'ailleurs je souligne parce que c'est vrai que vous avez fait vous êtes très présent sur tout ce qui est contenu. Alors quand je dis contenu, j'utilise ce mot parce qu'il y a aussi bien des articles de blog, qu'il peut y avoir du webinar, que il peut y avoir des posts sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses produites chez ZenChef pour vous accompagner sur plein de sujets différents, plein de thématiques différentes. J'ai un petit trou encore sur ce que je voulais dire, mais Non, mais c'est vrai qu'on a sorti beaucoup de mais voilà, vous webinars, avez fait pas mal de choses. on a sorti beaucoup de webinars, d'interviews de chefs, d'interventions d'experts, des avocats, des experts comptables, des experts de la communication. Voilà, tout ça est gratuit et le but, c'est vraiment de soutenir le secteur de la restauration en cette période qui est difficile pour tout le monde. Et on va continuer parce que ça fait partie de l'ADN de ZenChef. Ouais, voilà, et c'est pour ça, enfin ça c'est quelque chose auquel j'ai pensé, mais c'est bien que je rebondis dessus. N'ayez pas peur de contacter un ZenChef ou de nous contacter. On n'est pas en ce moment en train de vous sauter dessus, de vous harceler ensuite pour vendre des choses, etc. La plupart, enfin on est beaucoup d'acteurs sur le secteur qui vous apportons des solutions digitales à avoir mis en pause les abonnements, à proposer plein de fonctionnalités de façon gratuite pendant le temps de la crise. Voilà, donc a priori, vous risquez pas grand-chose, allez perdre un petit peu de temps, mais heureusement du temps, en ce moment, vous en avez un peu plus que d'habitude. Donc renseignez-vous, ça vous coûte rien et ça vous permet de mieux préparer l'avenir. Et puis je voulais annoncer aussi, parce que nous, on n'a pas du tout communiqué dessus encore, mais on va bientôt avoir la chance d'être aussi faire partie des applications qui seront interfacées avec ZenChef pour notamment les établissements qui ont cette double activité de réservation individuelle et la partie groupe et événements pour qu'on puisse vous fluidifier toutes les actions qui sont répétitives entre les deux outils pour que tout communique bien et qu'encore vous continuez à gagner du temps. Voilà, donc c'était aussi un point que je voulais vous partager. Merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour ton temps. Je sais qu'en ce moment vous travaillez aussi d'arrache-pied avec toute cette nouvelle
toutes ces nouvelles fonctionnalités, ce nouveau plan d'activité. Je sais que vous passez beaucoup de temps à accompagner, à aider. Donc c'était vraiment, on est très touchés que vous ayez pris ce temps pour nous. Et puis, ben, on vous suit de très près et on a hâte de voir toutes ces nouvelles choses qui continuent à grandir sur le marché. Merci à toi, Clémence, et bon courage à tous pour la reprise, la préparation des prochains mois. Il faut tenir bon. Merci et à bientôt, Xavier. À bientôt. Au revoir.